Alors que le programme Apollo commence à toucher à sa fin, les évolutions apportées par les missions précédentes permettent une exploration plus avancée du terrain. Aujourd'hui, nous revenons sur la première mission d'exploration avancée et de géologie lunaire, Apollo 15, avec comme invité spécial une personne clé du programme Apollo. Et puisqu'on parle de géologie, quoi de plus pertinent que notre partenaire du jour, Novium. Novium, ce sont des stylos overpen, c'est-à-dire en sustentation magnétique, inspirés par l'espace, qui en plus d'être particulièrement stylés, renferment une technologie de précision pour l'écriture, en plus d'être le cadeau parfait pour Noël. Vous avez plusieurs modèles, le classique, stylo bille qui se tient à la verticale sur son socle dispo en 3 coloris, le futur, stylo 2 en 1, plume ou roller incliné, dispo en 3 coloris aussi, et surtout l'Interstellar, le stylo bille incliné. L'Interstellar Edition, justement, mon exemplaire, dispo en 4 coloris, est incliné à 23,5 degrés en référence à l'inclinaison de l'axe de la Terre. Les versions premium revêtent au choix un anneau en or 18 carats ou un fragment de météorite Muonionalusta à l'aspect si spécifique et qui est plus vieux que la Terre elle-même. D'ailleurs, l'Overpen Interstellar a reçu le prix du magazine Time d'une des meilleures inventions de l'année 2022. Il faut avouer qu'en noir et or, ça rend vraiment pas mal dans mon studio espace. Chaque produit est livré avec un emballage particulièrement soigné, les cartouches d'encre sont rechargeables et le site de Novium propose aussi des accessoires tout aussi qualitatifs, comme ce magnifique notebook en simili-cuir qui se marie parfaitement avec n'importe quel overpen. D'ailleurs, l'Interstellar est disponible avec plein d'accessoires dans un sublime coffret cadeau. C'est donc à la fois un stylo confortable et précis pour l'écriture, mais aussi un super cadeau de Noël, surtout si vous ou vos proches êtes fans d'espace. Profitez d'une réduction de 20% sur toute la gamme d'Overpen Novium avec le lien en description et le code STARDUST pendant les 48 heures qui suivent la sortie de cette vidéo. Pour les retardataires, pas de problème, il y aura tout de même une réduction, mais moins grande, alors foncez. Merci encore à Novium de soutenir la chaîne et restons dans le thème avec la mission de géologie la plus fascinante du programme Apollo. En 1970, quelques mois après le retour de la mission Apollo 13 et de ses astronautes miraculés, et suite à des coupures dans le budget de la NASA, le programme Apollo est menacé. La chaîne de construction des Saturne V est stoppée, et en septembre 1970, les missions Apollo 18, 19 et 20 sont annulées, faute de budget. C'est étonnamment une nouvelle plutôt bonne pour les astronautes de la mission Apollo 15, qui voient leur mission changer. Les missions du programme étaient classifiées en type. Suite aux annulations des missions après Apollo 17, on décide de précipiter les missions de type J, qui ont pour objectif de rester plus longtemps à la surface pour une étude scientifique approfondie de la Lune. Pour Apollo 15, on met donc au placard les modules de commande et lunaires de type H, qui devaient à la base les emmener, en faveur d'une version J. Le LEM 9, qui devait servir à la base, est aujourd'hui exposé dans le Saturn V Building au Kennedy Space Center, et le module de commande et de service 111 sera utilisé plus tard lors de la mission Apollo-Soyouz. À la place, on assigne à Apollo 15 le module de commande et de service 112 et le LEM 10, qui sont taillés pour le type J. Après la réussite de la mission Apollo 14 et les péripéties qu'ils ont connues à parcourir de vastes espaces à pied, la NASA a enfin la possibilité d'offrir à ses astronautes un outil ultime pour parcourir des distances importantes sans effort, le rover lunaire ou LRV. Apollo 15 devant à la base n'avoir qu'un pouce-pouce, comme Apollo 14, son arrivée prématurée est une aubaine pour les astronautes. Cet engin électrique, dépliable depuis une case à équipement du module lunaire, est certes très basique, mais diablement pratique. Il permet aux astronautes d'arpenter la surface à une quinzaine de kilomètres par heure sans effort,
de parcourir des terrains vallonnés grâce à de grosses suspensions et des pneus faits dans une sorte de grillage métallique en titane, de transporter des échantillons et des outils, mais sert aussi de plateforme d'observation pour Houston. En effet, lors des missions précédentes, la caméra de télévision était reliée au module lunaire et durant les longues excursions comme celle d'Apollo 14, les contrôleurs n'avaient aucun visuel sur les astronautes. Avec le rover, Houston pourra piloter la caméra à distance et accompagner les astronautes partout où ils se rendent. En revanche, on limite le rayon d'exploration du rover à 9,5 km, car au-delà, en cas de panne du rover, on considère qu'il serait impossible pour les astronautes de revenir au LEM, leur réserve d'oxygène ne suffisant pas pour la distance à parcourir à pied. L'équipage d'Apollo 15 est le premier à être composé intégralement de pilotes de l'US Air Force. Le commandant, Dave Scott, a déjà volé sur Gemini 8 avec Neil Armstrong, mission qui a failli leur coûter la vie, et sur Apollo 9, mission d'entraînement autour de la Terre, où il était le pilote du module de commande. À ses côtés sur Apollo 15, Jim Irvine, le pilote du module lunaire, va réaliser son premier vol dans l'espace, tout comme Hal Worden, qui sera en charge du pilotage du module de commande. Cela promet donc d'être une mission intéressante, surtout que lors du reclassement d'Apollo 15 en mission J, on lui attribue une région lunaire initialement prévue pour Apollo 19, la rille Hadley. Lors de la préparation de la mission, il fallut choisir entre ce lieu, situé dans la mer des pluies, et les collines Marius, dans l'océan des tempêtes. Les deux sites présentaient des intérêts géologiques énormes, mais c'est Dave Scott qui va trancher. Il raconte. La rille Hadley était un canal d'1,5 km de large situé au bord de la mer des pluies. Elle se trouvait à proximité de l'une des plus magnifiques chaînes de montagnes de la Lune, les monts Apennins, censés contenir des parties de la croûte primordiale de la Lune. En tant que commandant de la mission, j'ai été invité à la réunion. Les avocats de chaque site ont présenté leur cas, puis il y a eu un débat assez animé au terme duquel on m'a demandé ce que je pensais. Le site le plus spectaculaire, à mon avis, c'était la rille Hadley. Il y avait plus de variété. Il y a un je ne sais quoi intangible qui anime l'esprit d'exploration, et j'ai senti que Hadley en avait. En plus, c'était beau, et d'habitude quand c'est beau, c'est bien. C'était un choix serré, mais à la fin de la réunion, la décision fut prise, nous allions atterrir à la rille Hadley. Explorer cette rille, ainsi que la vaste base des Apennins, était une opportunité spectaculaire. Cette rille sinueuse, au pied d'une chaîne de montagnes immense culminant à 5000 mètres d'altitude, est une sorte de sillon créé par d'anciennes coulées de lave. Ces coulées ayant depuis séché, cela a créé des tubes de lave sous la surface, comme d'immenses cavernes, et le tout est relié au cratère Bella, qu'on pense être une ancienne chambre magmatique qui s'est écroulée. Autant dire que cette région représente une cible très intéressante pour les géologues afin de comprendre la très ancienne activité volcanique de la Lune. Évidemment, pour des pilotes et astronautes, la géologie, c'est du chinois. Scott et Irvine allouent une grande partie de leur entraînement à la géologie avec le géologue Lee Silver. Dave Scott raconte. Nous sommes allés à Hawaï, au Rio Grande, au désert de Mojave, aux montagnes d'Orocopia, aux collines de Coso et aux montagnes de San Gabriel en Californie. On nous a appris à observer attentivement et à analyser tout ce que nous trouvions. On nous a montré comment sélectionner des échantillons clés qui pouvaient expliquer la formation de cette partie de la croûte terrestre. Sur la Lune, notre mission était de trouver des roches qui expliqueraient la mystérieuse genèse de notre monde voisin. Lorsqu'on m'a demandé de décrire ce que j'ai vu lors de l'un des premiers voyages à Orocopia, par exemple, je me suis contenté de dire « Bon sang, il y a beaucoup de machins de l'autre côté de la colline ». Lee Silver nous a aidés à apprendre le langage de la géologie. Nous avons rapidement appris à identifier la composition de ces machins, comme du granit, du basalte, du grès, ainsi que sa forme angulaire, sous-angulaire ou arrondie.
Hal Worden, de son côté, va aussi recevoir une formation avancée en géologie avec un personnage haut en couleur, Farouk Elbaz. Géologue d'origine égyptienne, il intègre la NASA alors que le programme Apollo a déjà démarré. I used to get Physics Today magazine, and I have looked into Physics Today, and I saw that they said they needed geologists to work on the moon. I said, well, I'll apply. Actually, my wife used to type the applications, and I told her, here's one, and said, what? What's that? I told her it was about geology in the moon. She said, and what do you know about the moon? I said, nothing, but I can learn. There were 60 geologists working already with NASA money and in something called the U.S. Geological Survey Center for Astrogeology, because it's astrogeology. Well, actually, NASA headquarters needed a geologist to explain to them what the geologists that they hired and they paid for at the U.S. Geological Survey, what is it that they do and what they mean by when they talk about geology of the moon. So I went. And I found each and every guy would stand up and talk for 1 hour about a feature, and this crater Copernicus, and what is it, how deep, how this and that, and it has a center peak, and central peak is deeper because it's something impacted this place, and then the next one stands up about another crater, and another crater. And I was a bit lost of what is, how many craters in the moon are we going to have a lecture, a 1 hour lecture about each and every one. So I asked an older man next to me, I was sitting next to an old man, and I told him, is there a paper or a research paper or a paragraph somewhere or a chapter or something that just talks about all the different surface features of the moon, where they are and how did they form? He said, what do you mean? I said, just a classification of the surface features. What are the surface features? He said, well, we know what they are and where they are. I said, okay, shut up. I went back and I said to myself, I should know what are these features, what are they and where they are. Il va donc faire le travail. Il récolte les photos des sondes Lunar Orbiter 1 à 5 et va les éplucher une à une pendant 4 mois et noter toutes les caractéristiques géologiques qu'il peut constater. There were 2,200. I went through them one by one to see exactly what is there. It took 4.5 months. I arrive at 8 o'clock and they leave at 6. From 8 o'clock to 6 p.m., I do absolutely nothing except that. How many were you? Myself. Just yourself? Just myself. Sitting with the paper, in the library with the picture and myself summarizing. And you had no one to help you? Not at all. You need to love that. Yes. No, I wanted to prove myself. C'est ainsi que son travail de titan va fortement contribuer à la sélection des 16 sites d'atterrissage potentiels pour les missions Apollo. And I sat down with these notes that I had, and they said, okay, what if we wanted to go to all the different surface features of the moon so that we can sample them in case each and every feature is different composition? So I went through all my 2,200. I found out there are 16 places. And I gave my presentation like everybody else. Everybody stands up and talks about 1 hour about his piece of paper, about his crater. I stood up to talk about the whole moon. The older man that I was sitting next to, and I asked him last time, and he told me, you know what they are and where they are. He stood up and he said, hey, I'll have you know that this man, he forget my name or whatever, this man, the last time he was here, he asked me whether we have such a classification of surface features, what they are, where they are, and I told him we know it. And he just proved to me that we didn't know what they were and where they were, and sat down. So from that moment, I get calls from these guys everywhere to call me in Washington. I became the source of geological knowledge where these kinds of things exist and what picture. We suggested that we're going to have a summary to go to NASA headquarters so the engineers of NASA would understand. And we think that Farouk is the best guy that can explain this to NASA engineers. So I became the secretary of the Lunar Landing Site Selection Committee from that day on.
Par la suite, devenu expert de la géologie lunaire à la NASA, il réfléchit à la formation des astronautes, en particulier de ceux qui n'iront pas sur la Lune, mais resteront en orbite. And then I thought, okay, how about the guy that remains in the spacecraft? He has nothing to do. For 3 days, he's going to go around the moon. He will see more of the moon than anybody anywhere in the world. So let us talk about the guy to show him what is it that he will go over and how do we look at it and how to describe it, and then concentrate once in a while on the place where his buddies landed. So I thought that this man should really be trained to make geological observations. And they told me that these guys are astronauts. They don't want to look at windows or to do what. I mean, they're looking at the machine. So I tried everywhere and finally get to one of them by telling him that I will, because they are very important to the mission, because they wanted to establish the exact orbit of the spacecraft. That's his job. So I thought that to establish the orbit very well and to make it easy for him to do it, he must know where is he flying over? What are the things that he will see as he flies over? So I took all of the moon maps put together and spliced them together, and I thought I would teach him how to look at something, but he has to know where is he be, or what he will be looking at, and Rev 1 and what is Revolution 16 was going to look like. So it's going to be a very different part of the moon. Il commence par former Ken Mattingly, qui s'entraîne à devenir le pilote du module de commande d'Apollo 13. Au début, aucun astronaute n'est vraiment emballé par la géologie, mais la personnalité et la manière d'enseigner de Farouk Elbaz va tout changer. I said, just will help you recognize features from orbit to etc. He said, how do you do that? I said, I'll get the pictures and you'll show it, and I will show you what you will see through the telescope, the sextant. He said, can you do it at the Cape or Granada? I said, absolutely. Come on the 13th, we'll be there and training there, and you have 1 hour is enough? I said, yes. He said, okay, come at 6, exactly at 6 and finish at 7. I said, fine. So I went at 5, splashed all the pictures on the wall of the room, and I spliced them all, covered it, a whole damn thing like this, and put the revolutions in colored tape. You know the tape that you stick? Yeah. This is orbit 1, orbit 2, orbit 3, orbit 4. The first orbits are the ones that he needs to look at the sextant and figure out where it's at. He said, you know about landmarks? I said, yeah, well, it's very important to set up your orbit, because that sets up your position, which is very important for the link. I said, how do you know what landmark 1 that you are going to see? He said, well, I don't know. I said, let's go see what the other side. There is one little crater here, but before you get to that crater that is landmark now, there are 2 craters together like this, one here and one here. I said, it looks like a doublet. I said, yes, I wrote doublet. That becomes called doublet, and I don't care what the name is. It is named now doublet because that's what he called it. And this coming, so look at the pattern of this before this it looks like a snowman. I said, which is snowman? And that becomes snowman written on the machine, on the picture, because that becomes something that he would recognize. Now let's look away from the pictures. Now tell me, landmark 1, what do you say there? What do you see before landmark 1 to say? He said, the doublet. I said, yes, the doublet. And what is that? I said, and then the other one said, the snowman with the picture, and the picture. And why is not looking at the picture? At the very end of the day, he said, hey, why don't you wait for dinner? So I went and sat down, had dinner with all 4 of them, Jim Lovell and all of that. So we had dinner, and he started talking. And I ate my dinner, and he started talking to them about what he has become, what he has now seen. And Jim Lovell said, hey, Farouk, maybe you can come and show us something about the landing site. I said, sure, just give me a time and I'll come. So I went with that day and sat down with the pictures and started talking to the details, geological details of the landing site, the way they would see it. Not the way the geologists know what kind of rocks like this is. No, the way they see the picture and the way they would see it. And from then on, that's it.
C'est alors le début d'une grande histoire de compétition pour savoir quel astronaute sera le meilleur géologue. I was once going into the astronaut office, and some guy, an astronaut looking, they all looked red-headed, red-faced, and healthy and young. And was coming out. He said, "Hey, are you Farak al-Bayaz?" I said, "Yes." "My name is Turusa. I'm going to be the CMP on Apollo 14. I want you to make me as smart as Ken." "Hell no. I want you to make me smarter than Ken. I don't have to call to say, can I come and see you?" From then on, it was a okay. Pour Apollo 15, la mission se concentre vraiment sur l'aspect géologique. So this is when we thought that, then my God, then there is a need to cash in on the knowledge, both from orbit and while the guys are on the surface, they're going to pick up rock, but there are all kinds of things that you can pick up from orbit. And the way we do it, we make absolutely certain that we know exactly the place where they landed, how representative this is by other places, and and the only guy that can do that is the one that remains in orbit, which was Al Worden. So Al and I became very good friends, and he was kind of getting divorced this time because of his terrible schedule. So, and I wanted to make absolutely certain that he knew everything that we knew from 11, 12, 13, and 14, and so on, and so that he can do something beyond. So this when he himself realized that, and he realized he can do it if you can stick with me. And we became very good friends, and I taught him everything I know, and he did a fantastic job, and they added a magnificent amount of information for him. And until he died last year, we were very good friends. Farouk et moi avons développé une relation très particulière. C'est comme mon frère. Il m'a fait mémoriser le nom de chaque cratère de la surface de la Lune, où il se trouvait, comment il s'était formé, ce qui s'y passait, pourquoi ces formes étaient ce qu'elles étaient. En fait, c'est Farouk qui a nommé notre vaisseau spatial. Tous les bons noms étaient déjà pris. On en a probablement passé une centaine en revue. Un jour, Farouk est arrivé en disant « En montant à l'avion à Washington National, je suis passé dans une librairie et j'ai trouvé un gros livre pour enfants sur les explorateurs célèbres. On devrait le consulter parce que là-dedans, il y a quelques noms qui pourraient vraiment te plaire. » Nous l'avons fait, et dans la section consacrée au capitaine Cook, on a trouvé Discoverer et Endeavour. En lisant la littérature, on a décidé d'utiliser l'orthographe britannique, Endeavour avec un U, et non l'orthographe américaine. Pour montrer quel personnage intéressant Farouk était, un jour, je lui ai dit « Farouk, je vais être là-haut pendant 36 révolutions, tout seul. J'aimerais vraiment faire quelque chose de différent. Le programme commence à attirer moins d'attention, les gens perdent de l'intérêt. J'aimerais faire quelque chose de plus personnel, qui implique les gens partout dans le monde. » Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Et j'ai répondu « Eh ben, ça serait bien d'avoir une salutation, un message que je pourrais adresser à tout le monde, et peut-être même le faire dans différentes langues. » Il a trouvé l'idée absolument fantastique. Il est alors parti à Washington et il est revenu une semaine plus tard avec une salutation intitulée « Hello Earth, Greetings from Endeavour ». Il l'avait retranscrite phonétiquement en une quinzaine de langues. Nous avons passé beaucoup de temps à pratiquer ces phrases, plus encore que certains exercices techniques. C'était son style à Farouk. Il savait accueillir et développer des idées, il était avide d'entreprendre, et il insistait toujours pour que les choses soient faites correctement. C'est encore mon mentor aujourd'hui, et je continue de l'admirer. Avec tous ces entraînements à gauche et à droite, leur vie de famille en souffre. Le stress et les longues absences loin du foyer mettent les couples à rude épreuve, et à cette époque, l'image du héros américain, c'est un homme marié. Dave Scott se souvient. Au cours des derniers mois, Jim m'a approché un matin pour discuter des problèmes liés au stress que ces longues absences de la maison mettaient sur son mariage. Heureusement, sa femme Mary et lui-même ont réussi à résoudre le problème. Mais Al n'a pas eu cette chance. Il m'avait demandé conseil sur un problème concernant son mariage quelques mois plus tôt. Les choses ne fonctionnent tout simplement pas, mais je veux pas risquer de faire quoi que ce soit qui pourrait compromettre ma place dans cette mission.
À l'époque, on disait que si vous n'étiez pas le garçon américain avec une famille parfaite, vous ne voliez pas. Ceux qui éprouvaient des difficultés conjugales étaient réticents au divorce, bien que quelques-uns d'entre eux, qui avaient déjà effectué des missions, avaient divorcé depuis. J'ai donc demandé conseil à Dick Slayton. Tant que le gars fait le travail, c'est tout ce qui compte. Al faisait du bon travail, alors malheureusement, il a divorcé avant la mission. Pour Al Warden, dont c'est le premier vol, la pression monte aussi du point de vue professionnel. À mesure que l'on s'approche du vol, de la date de lancement, la réalité commence à s'imposer et on se dit « on va vraiment le faire ». C'est plus simplement l'imagination de quelqu'un. Alors, les choses commencent à changer un peu et on devient un peu, je dirais, pas plus sérieux, car nous l'avons toujours été, mais peut-être un peu plus pratique sur ce qu'il est réellement possible de faire. On devient un peu plus pragmatique sur les informations qu'on n'a pas. On insiste davantage pour effectuer plus de lancements et de rentrées sur simulateur. On insiste plus pour répéter encore et encore les manœuvres que l'on aura à réaliser en vol. On est plus impatient de faire des simulations complètes avec le centre de contrôle, car c'est ça qui met en évidence d'éventuelles faiblesses, et c'est précisément ces points qu'il faut connaître. C'est amusant d'y penser quand le vol est encore à 2 ans, mais ça devient vraiment sérieux lorsqu'il n'est plus qu'à 1 mois. Tout à coup, on se retrouve face à tout ça et on se dit « Dieu merci, je me suis entraîné si dur toutes ces années, et je suis relativement à l'aise et confiant dans le fait que nous allons accomplir la mission. » Au final, on adopte une attitude du genre « peu importe ce qui se passe en vol, du moment que je me plante pas ». C'est à peu près l'état d'esprit qu'on a. Le 26 juillet 1971, c'est le jour du lancement. À 4h19 du matin, Dick Slayton vient réveiller l'équipage. Après un court examen médical, ils se rassemblent avec l'équipage de réserve pour leur dernier petit déjeuner terrestre, comme d'habitude. Ils sont ensuite équipés de leurs combinaisons et grimpent dans le bus qui les amène au pas de tir. Le soleil est levé depuis plusieurs heures et la météo est sublime. Il n'y a que très peu de nuages, des tout petits, et le soleil brille en Floride. Comme d'habitude, quand les astronautes arrivent dans la salle blanche, ils sont accueillis par le fureur du pas de tir, Gunther Wendt. Les cadeaux de Gunther sont comme d'habitude un peu délirants. À Dave et Jim, il offre 2 permis de conduire géants pour le rover lunaire et à Al, un recueil de photos de Playboy. Ils entrent ensuite dans le module de commande, nommé Endeavour, en hommage au navire du capitaine Cook. Quelques heures plus tard, alors que le temps est toujours aussi beau en Floride, la Saturne V s'élance en direction de la Lune.
En quelques minutes, les 3 astronautes se retrouvent en orbite terrestre. Après l'injection translunaire, Hal extrait le LEM de l'étage S4B et le voyage vers la Lune continue. Le 29 juillet, ils arrivent sur l'orbite lunaire. Une fois en orbite, les 3 hommes ne peuvent décoller leurs yeux des hublots et ne peuvent s'empêcher de prendre des photos de ces mers, ces cratères et ces reliefs lunaires de ce monde dont ils avaient appris la topographie par cœur, mais qu'ils peuvent enfin voir en détail à l'œil nu pour la première fois. Et pour 2 d'entre eux, il va bientôt falloir s'y poser. Out beyond the first wrinkle ridge is a darker layering, and we're not up close enough to see what it is yet. And then as you get up into the highlands around Le Monnier and Letro area itself, there's what appears to be a light dusting of dark material, and it certainly looks volcanic from here. Off to the left of that, to the south, we can pick up Sulpicius Gallus pretty clearly right now. Roger, Al. Sounds like you're seeing a marvelous amount of detail up there. Well, after the King's training, it's almost like I've been here before. And Carl, we're approaching the Apennine Mountains, and that is indeed a spectacular view. Prends soin de la maison, Hal. On se revoit dans 3 jours. Lance Dave Scott à Hal Worden. En effet, Worden va avoir la lourde charge de garder le module de commande en un seul morceau durant les 3 jours que Scott et Irvine vont passer sur la surface lunaire. Scott et Irvine, justement, montent ensuite dans le module lunaire, nommé Falcon, et séparent les 2 vaisseaux. La descente vers la Lune démarre. Cette trajectoire est un peu différente des précédentes, car l'angle est plus fort à la fin, afin d'éviter les reliefs. On peut voir aussi que la communication d'Irvine se concentre sur l'angle du LEM et moins sur la vitesse de descente. Après tout, chacun sa façon de faire. P64, okay? Bab LPD. LPD. Coming right. 40. 5,000 feet. 39. 39. 38. 39. 4,000 feet. 40. 41. 45. 47. 52. 3,000 feet. 52. 52. 51. 50. 47. 47. 2,000 feet. 42. Okay, got a good spot. Good. 42. 43. 1,500 feet. Falcon Houston, you're go for landing. 4-5. Budge, go for landing. 4-4. 4-5. 1,000 feet. 4-5. 900. 4-5. 800. 4-5. 700. 4-6. 600. 4-8. 500. 4-9. Minus 17. Minus 15. 400 and minus 14. Got P66. Okay. 300 feet. Minus 11. Minus 11. 250. Minus 11. 9% fuel. 200. Minus 11. 150. Minus 7. Minus 6. 120 feet. Minus 6. Okay, I've got some left. Minus 5. 100 feet at 5. 9% fuel. Minus 5. 80 at 5. Minus 3. 60 at 3. 50 at 3. Cross pointers look good. 40 at 3. 33. 25. 2. 7% fuel. 20 at 1. 15 at 1. Minus 1. Minus 1. 6% fuel. 10 feet minus 1. 8 feet minus 1.
Contact. Man. Okay, Houston, the Falcon is on the plane at Hadley. Roger, Roger, Falcon. Après s'être posé, il demande à dormir avant la première sortie de 7 heures afin d'être frais et dispo. Mais juste avant de dormir, Dave Scott va réaliser une sortie un peu particulière appelée la Stand-Up EVA. Il ouvre le sas du toit, normalement uniquement utilisé pour passer dans le module de commande dans l'espace, et passe sa tête, puis ses bras. Il empoigne ensuite un appareil photo avec un téléobjectif et se met à réaliser un panorama complet de ce qui se trouve autour du LEM. As I come around to my 2 o'clock, the horizon is really the northern complex. I can see, as I mentioned before, Chain, Icarus, and Pluton. Very rounded, subdued craters. Inside walls of Pluton are fairly well covered with debris, fragments up to, I'd estimate, maybe 2 to 3 meters. Irregular, no layering, just sort of scattered around, and maybe the walls have 5% fragments. Okay, coming on around to St. George, it again is a very subtle old crater, but in this case I can see some lineaments running, dipping to the west at about 20 degrees, parallel to the rim of the crater. These two are very small, less than 1%, and continuous. Parallel. The rim of the crater is very subdued and smooth. Même avec le filtre de protection sur ma visière, la lumière du soleil reflétant les caractéristiques cristallines de la surface était intense, contrastant vivement avec la noirceur profonde et riche du ciel au-dessus. Le faible angle de soleil du matin lunaire laissait de longues ombres sur le paysage spectaculaire qui s'étendait devant moi. C'était comme une exposition d'images exquises du grand photographe Ansel Adams. Il n'y avait pas de couleur, mais un contraste important entre la surface très éclairée et l'ombre noire des pentes et des cratères de la montagne. Il retourne ensuite à l'intérieur, frémissant d'impatience de sortir se dégourdir les jambes, mais d'abord, un peu de repos et de mise. Pour une fois, les 2 astronautes dorment confortablement dans leur hamac. Ils ont de la chance, contrairement aux missions précédentes, ils ont le droit de dormir sans leur combinaison. Au réveil, la vue en ouvrant les volets des vitres est spectaculaire. Il est temps de sortir. Dave Scott, en tant que commandant, y va le premier. Il descend, ne sachant toujours pas vraiment ce qu'il va prononcer comme premier mot, alors qu'il foulera ce sol lunaire pour la première fois. Une fois en bas de l'échelle, il sait. Dave, an extraordinary television picture here. Okay, Houston, as I stand out here in the wonders of the unknown at Hadley, I sort of realize there's a fundamental truth to our nature. Man must explore. And this is exploration at its greatest. Well, I see why we're in it too. We've got, that's very interesting. There's so much hummocky ground around here. We're on a slope of probably about 10 degrees. And the left rear foot pad is probably about 2 feet lower than the right rear foot pad. And the left front's a little low too. But the limb looks like it's in good shape. The rover is in good shape. Well, the program manager, I guess I got his engine bell. It's a little rise right under the center of the limb. The rear legs on a crater, and the rim of the crater is right underneath the engine bell. Une fois Irvine lui aussi sur le sol lunaire, ils s'empressent de déballer leur rover
jusque-là enfermé contre le LEM. Intérieurement, Dave Scott espère qu'il a survécu à toutes les péripéties, que ce soit les vibrations du lancement, le vide de l'espace durant 3 jours ou la violence de l'atterrissage lunaire. S'il ne fonctionne pas, les 2 astronautes devront réaliser leur mission à pied, ce qu'ils se sont entraînés à faire. Après tout, à la base, ils devaient se contenter d'un chariot. Easy, Jim, easy. Okay. Once you see those things unlocked up there in the stowed position, it does give you a bit of feeling. Looks like she's coming down okay. No. Hey, can you pull it out a little bit, Jim? About that. That looks good. Easy does it. It's coming okay. Good. Le rover est vite assemblé et Scott se met au volant, ou plutôt au joystick. Pour avancer ou reculer, il faut pousser ou tirer le joystick et l'incliner doucement à gauche ou à droite pour tourner. Mais très vite, il se rend compte que seules les 2 roues arrière acceptent de tourner et pas les 2 roues avant. Ce n'est pas grave, ça reste contrôlable et le problème est toléré. Irvine monte à son tour à bord et ils partent pour la première excursion motorisée sur la Lune. Ils se rendent vite compte que le terrain escarpé fait presque voler le rover, remuant les astronautes au moindre petit cratère, et conduire face au soleil les aveugle presque totalement. Une virée très rock'n'roll et presque nauséeuse. Man, this is really a rock and rollin' ride, isn't it? Never been on a ride like this before. Oh boy. I'm glad they got this great suspension system on this thing. Boy. Il visite plusieurs cratères et recueille un bon nombre d'échantillons. Durant une excursion entre 2 objectifs de mission, Dave Scott arrête le rover alors que ce n'est pas prévu. Il annonce au contrôleur qu'il doit réajuster sa ceinture. En réalité, il a repéré un morceau de basalte noir au milieu du paysage grisâtre de la Lune et veut le récupérer. Oh, there's some vesicular basalt right there, boy. Oh, man. Okay, let's just hold on 1 second. We gotta... Okay, we're stopping. Get my seatbelt. Depuis l'entraînement sur Terre, Dave Scott s'est pris d'amour pour la géologie et sa passion prend le dessus sur la mission. It's coming on. Man, why don't you hand me your seatbelt? Just gonna get off. Tandis que Jim, en bon complice, occupe Houston en donnant des détails géologiques sur la région. As you know, these small fresh craters that we've commented on, whatever caused them must create or indurate the soil into the rocks. Dave ramasse l'échantillon et ils reprennent la route. Cette histoire ne sera connue officiellement qu'après la mission, au moment de l'examen d'échantillons, et le morceau de basalte héritera du nom de Seatbelt Basalt. Ils reviennent au LEM après plus de 6 heures de sortie. Pour terminer, ils doivent déployer toute une ribambelle d'instruments scientifiques. Parmi les opérations requises, Dave Scott doit percer des trous d'environ 3 mètres de profondeur pour y insérer des instruments de mesure. L'opération est assez facile sur les 30 premiers centimètres, mais après, le forêt rencontre de plus en plus de résistance. En forçant, il arrive à la profondeur d'1,70 m, ce qui n'est pas suffisant. Scott pense que la roche devient plus dure, mais en réalité, le forêt a un défaut de conception. Pendant le forage, il ne remonte pas les morceaux de sol percés
qui s'accumulent au fond et le trou se tasse au lieu de se creuser. Il laisse tomber et décide de percer le second trou et rencontre exactement le même problème à exactement la même profondeur. Vu le retard pris à essayer de percer les trous, Houston demande de laisser tomber et de mettre fin à la sortie. Pour ne rien arranger, la combinaison d'Irwin ne lui distribue plus d'eau et il frôle la déshydratation. Il finit par rentrer dans le LEM. En passant la maigre porte, l'antenne sur son sac à dos s'accroche dans la porte et se casse. Une fois Irwin dans le LEM, Dave Scott demande à Houston s'il peut utiliser les dernières minutes de sortie pour faire une dernière chose rapide avant de rentrer. Houston lui demande alors de déployer l'expérience de mesure de vent solaire. Le truc, c'est que seul Irwin est formé à ce déploiement et il est déjà rentré. Pour ne pas perdre de temps, Scott va le déployer pendant qu'Irwin lui dicte la procédure en le regardant par le hublot. Okay, just take it out there about 50 feet. Okay. Right about here. Farther if you want. Yeah. And just pull the tube out to full extension. Careful when you get to the end. The little thing popped on the end. Okay. It says sun. I guess that means that's what you face to the sun, doesn't it? Isn't that a neat experiment? Yeah, that's the kind of experiment I like. Yeah. Hey, Joe, solar wind is deployed. Beautiful. Ingress the Falcon, please. Full of rocks. I couldn't resist this one, Jim. At the glass one? Oh, look at what I got. You wouldn't believe it? Une fois les combinaisons enlevées, la poussière lunaire révèle son odeur aux astronautes pour la première fois. La forte odeur de cette fine poussière, ressemblant à de la suie, nous a surpris tous les deux. La Lune s'est révélée avoir une odeur légèrement métallique, presque semblable à celle de la poudre à canon, qui a imprégné le LEM pour le reste de notre voyage. La nuit bien méritée se termine avec une mauvaise nouvelle venant de Houston. Selon les données qu'ils reçoivent, il manque 11 litres d'eau dans les réservoirs, provenant probablement d'une fuite. Scott est un peu surpris que Houston ne les ait pas réveillés dès qu'ils ont découvert, plutôt que d'attendre que les astronautes se réveillent. Les contrôleurs demandent donc aux astronautes, littéralement, de chercher la trace de 11 litres d'eau quelque part dans la cabine du LEM. En effet, avec le module lunaire légèrement sur une pente, une flaque s'est formée dans un coin. Après avoir nettoyé toute cette eau avec des sachets de nourriture vide et une serviette, et une fois l'antenne d'Irwin réparée avec du ruban adhésif, ils partent sur leur seconde sortie. Cette fois encore, beaucoup de géologie. Ils se rendent à la base du mont Hadley Delta, haut de 3500 mètres. Ils vont ensuite au cratère Spur, situé un peu plus haut sur la pente du mont Hadley Delta, objectif principal de la journée. Sur la route, ils repèrent un gigantesque rocher et s'y dirigent. Mais plus ils se rapprochent, plus le rover rencontre un sol mou et grimper ainsi n'est pas facile. Ils arrivent à ce rocher et Irwin découvre qu'il est en partie vert. Alors qu'il commence à s'intéresser à ce rocher, Scott remarque que le rover est en train de glisser sur la pente. De peur de le perdre, Irwin se positionne pour empêcher le rover de glisser, tandis que Scott récolte un échantillon de cette roche verte qui s'avérera être de l'olivine. Ils reprennent ensuite la route vers le cratère Spur. Et c'est là-bas qu'ils vont faire une des découvertes géologiques les plus importantes de l'histoire. It's a white clam. And it's about... Oh, man, look at that. Look at the clam. I'll see twinning in there. Guess what we just found? Guess what we just found? I think we found what we came for. Crystal rock, huh? Yes, sir. You better believe it. Yes, sir. There. Almost all plants. Like this. As a matter of fact, oh boy, I think we might have ourselves something close to the northern because it's crystalline in there, just a bunch of just almost all plants. What a beauty. That is really a beauty, and there's another one down there. Yeah, we'll get some of these. Il brise la roche cristalline, et oui, c'est bel et bien une anorthosite, une des roches les plus anciennes qui existent. L'échantillon, numéroté 15415, sera ensuite renommé Genesis Rock,
en référence à la genèse et pas au groupe de rock de l'époque. Leur enthousiasme est partagé par les géologues suivant la mission depuis une arrière-salle à Houston. On vient clairement de gagner le jackpot. Le temps passe. Après avoir collecté d'autres échantillons d'anorthosite, de basalte et de brèche, ils retournent au LEM pour terminer le forage qu'ils n'ont pas pu terminer lors de la précédente sortie. On tente de percer de plusieurs façons différentes, que ce soit sans forcer ou en forçant, un travail qui demande de la dextérité et une force dans les mains qui fatigue rapidement Dave Scott. Après avoir réussi quelques trous lors d'un forage, la foreuse se bloque totalement. Impossible de la retirer. Les réserves d'oxygène baissent et Dave Scott est à bout d'énergie. On laisse donc la foreuse sur place dans le trou et on reporte ça pour la sortie d'après. Ils rentrent dans le module lunaire pour leur dernière sieste sur la Lune. Pendant ce temps, Hal Worden, seul dans son module de commande, a eu l'idée de diffuser régulièrement des messages de salutation à la Terre dans diverses langues. Le message dit tout simplement « Bonjour la Terre, salutations depuis Endeavour ». Hello, Terre. Salute Bill Endeavor. Okay, our king is there. Marhaba. LLRD. Bid Endeavor. Ilaikum Salam. Pendant que ses deux collègues jouent les géologues, ils s'affairent à d'autres expériences scientifiques en orbite lunaire. Au sol, Scott et Irvine repartent pour la troisième et dernière sortie. Premier objectif, sortir la foreuse du trou. Houston est inquiet et leur parle beaucoup alors qu'ils sont concentrés sur le problème. Dave Scott leur fait part de son exaspération. Dave, this is Houston. Is the treadle on the ground now? Hey, Joe, stand by, will you? Okay, we're standing by. We get hung up, we'll let you know, and we'll give you progress. If you keep asking questions, we got to stop what we're doing and talk to you. Roger. No problem. We understand, no problem. À force d'essais, en utilisant notamment l'épaule de Scott, ils finissent par avoir raison de ce blocage. Okay. 1, 2, 3. Oh, there we go. We almost flew with it. I've got it. Okay. L'objectif suivant, c'est la fameuse Rille d'Adley. Sur toute la route, ils rencontrent un terrain vallonné que Scott décrit comme des dunes de sable. Pour la première fois, ils perdent de vue le module lunaire derrière les buttes. Le risque de se perdre complètement augmente au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du LEM. En arrivant au bord de la Rille, ils garent le rover à bonne distance et démarrent l'exploration. À la caméra, on distingue clairement l'aspect de ravin qui se dresse devant les astronautes. À proximité, une quantité de roches n'attendent que d'être récoltées. Ils passent près d'1 heure au pied de la Rille, dans ce qui sera la sortie la plus facile de leur mission. Pas de rover qui glisse, pas de problème de foreuse, pas de travaux fatigants. One distinct layer about 10%, which has multi-layers within it, and another at about 40%, which looks like a solid unit of a somewhat tanner hard rock, but it's covered with fines and talus. And we haven't seen to the bottom. I think we'll get a chance to look further down. Dave! Hang on. Yeah. All right. Yeah. La fin de leur épopée lunaire approche et Dave Scott en prend conscience. Yeah, the boy swinging around there, and you're going to see a spectacular place. Boy, oh boy. Avant de rentrer au module lunaire, ils font une dernière halte quelques centaines de mètres plus loin pour prendre des dernières photos de l'impressionnante Rille et d'un cratère d'une 60aine de mètres de diamètre. Au bout de 15 minutes, ils reprennent la route vers le LEM. Pas de temps à perdre, le redécollage est dans quelques heures et ils ont encore du pain sur la planche. Une fois revenu devant le module lunaire, Dave Scott va réaliser une expérience face à la caméra de TV du rover. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer.
I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Il positionne ensuite le rover à une centaine de mètres du LEM. Il y dépose une Bible et des objets très particuliers. La déviation suivante par rapport au programme n'a pas été capturée par la caméra, bien que j'ai pris des photos pour marquer l'événement. Après avoir informé Houston que je devais faire un peu de nettoyage du rover, je voulais organiser une cérémonie plus privée et sur une note plus triste. Au lieu de l'euphorie entourant le succès du programme Apollo et de notre sentiment de grande réussite personnelle d'avoir atteint ce qui semblait être un objectif si difficile à atteindre, nous voulions prendre le temps de réfléchir un instant sur le coût humain de la course vers la Lune. Près du rover, j'ai placé une petite statue et une plaque dédiée aux 14 astronautes et cosmonautes soviétiques qui avaient perdu la vie à la poursuite de cet objectif. Les 14 noms énumérés par ordre alphabétique sur cette plaque sont Charlie Bassett, Pavel Belyaev, Roger Chaffee, Georgy Dobrovolsky, Ted Freeman, Yuri Gagarin, Ed Givens, Gus Grissom, Vladimir Komarov, Viktor Patsayev, Elliot C., Vladislav Volkov, Ed White et Clifton Williams. Malheureusement, il manque 2 noms, ceux de Valentin Bondarenko et de Grigory Nelyubov. Mais à l'époque, en raison du secret entourant le spatial soviétique, nous n'étions pas au courant de leur décès. En réfléchissant à leur perte, j'ai ressenti un fort sentiment de fraternité avec tous ces hommes. Certains étaient des amis proches, d'autres que je n'avais vus que sur des photographies officielles, accompagnés d'une brève annonce de leur mort dans la presse soviétique. Il configure l'antenne pour que la caméra TV, pilotée depuis la Terre, puisse filmer leur départ. Sur Terre, la caméra est pilotée par Ed Fendel depuis Houston. Le plan est de suivre le module de remontée au moment du décollage, mais à ce moment-là, la caméra refuse de s'incliner vers le haut. Les images n'en restent pas moins spectaculaires et montrent bien qu'il s'était effectivement posé sur une pente. Fourth stage, engine arm to ascent. 99 Pro. Good lift off, automatic. Stable about 306. Ils rejoignent ensuite Hal Worden dans le module Endeavour et larguent la dernière partie du LEM. Alors qu'ils sont en orbite lunaire, prêts à quitter la Lune pour 3 jours de voyage vers la Terre, une voix familière se fait entendre dans la radio. Il s'agit de Lee Silver, le géologue qui les a entraînés. Normalement, seul le responsable du Capcom est autorisé à parler aux astronautes, ce qui rend l'événement d'autant plus surprenant. Hey Dave, you've done a lovely job. You just don't know how we're jumping up and down here. Well, that's because I happen to have had a very good professor. A whole bunch of them, Dave.
That's right. As a matter of fact, so many of them, it's just hard to remember it all. But we sure appreciate all you all did for us and getting us ready for this thing. And I'll tell you, I think Jim and I both felt quite comfortable when we got there about looking around. And believe me, there's an awful lot to be seen and done up there. Yeah, we think you defined the first site to be revisited on the moon. Well, as we go around in lunar orbit here, I can look down and I can just spend weeks and weeks looking, and I can pick out any number of superb sites down there, which would take you several weeks to analyze on the surface. There's just so much here to coin a phrase, it's mind-boggling. Beautiful, Dave. Thank you so much. Yes, sir, and I hope someday we can get you all up here, too. I think we really need to have some good professional geologists up here. And as a matter of fact, good professional scientists of all disciplines, not only in lunar orbit, but right on the surface, because you all would just really have a field day with your backgrounds and what you know. There's just so much to be gained up here. Avant de quitter l'orbite lunaire, l'équipage a une dernière tâche importante à accomplir. Le déploiement d'un sous-satellite depuis le module de service. Ce petit engin, appelé PFS-1, représente une avancée notable dans le programme Apollo. L'idée d'un sous-satellite a vu le jour bien avant Apollo 15, suite à la volonté de la NASA d'étendre la portée scientifique de chaque mission. Cependant, ces satellites miniatures ne pouvaient pas être intégrés aux premières missions où chaque kilogramme comptait et où les priorités étaient axées sur réussir l'atterrissage et revenir en toute sécurité. Ce n'est qu'avec l'arrivée des missions dites J, comme Apollo 15, que la capacité accrue des modules de commande et de service a permis d'embarquer des équipements scientifiques supplémentaires. Le PFS-1, premier de sa catégorie, est conçu pour orbiter autour de la Lune et fournir des données inédites. Ces instruments vont mesurer les variations du champ gravitationnel lunaire, les fluctuations du champ magnétique et la composition des particules solaires qui frappent la Lune. Grâce à ces informations, les scientifiques espèrent mieux comprendre les interactions entre la Lune et son environnement spatial. Quelques heures après l'amarrage de Falcon à Endeavour, Hal Worden active les commandes et libère le sous-satellite de son compartiment. Avec précision, il est éjecté dans une orbite polaire stable, débutant ainsi une mission scientifique qui se poursuivra bien au-delà du retour de l'équipage sur Terre. Le PFS commence immédiatement à transmettre des données vers la Terre et sa durée de vie prévue est limitée. Après quelques mois d'observation, son orbite finira par décroître et il s'écrasera à la surface de la Lune. Après le largage de PFS-1, l'équipage se met en route vers la Terre. À plus de 300 000 km de la planète bleue, Hal Worden réalise une sortie planifiée pour récupérer les cassettes des enregistrements réalisés par les expériences embarquées sur le module de service. C'est la première sortie spatiale interplanétaire de l'histoire. La sortie extravéhiculaire en elle-même était assez unique. C'est une perspective vraiment particulière. J'ai eu l'occasion de me tenir à l'extérieur du module de service et de regarder autour de moi. Je pouvais voir la Lune et la Terre en même temps. Quand on est sur Terre, on ne peut pas faire ça. Quand on est sur la Lune, on ne peut pas non plus. C'est un endroit vraiment unique où se trouver. Il rentre sur Terre le 7 août 1971. Comme dernier problème de la mission, un des 3 parachutes censés freiner leur descente finale au-dessus de l'océan refuse de se déployer. À la radio, les astronautes sont rassurés par les marins de l'USS Okinawa. L'impact sera plus dur que prévu, mais la capsule peut amérir en toute sécurité sur 2 parachutes. Comme autre record de la mission, ils obtiennent celui de la descente la plus rapide de toutes les missions Apollo en raison du parachute défaillant. C'est aussi la première fois que les astronautes ne sont pas mis en quarantaine après leur voyage lunaire, les missions précédentes n'ayant montré aucun germe extraterrestre rapporté par les astronautes. Nous sommes descendus un peu plus vite que la normale, mais étonnamment, pas beaucoup plus. Nous sommes allés jusqu'au bout avec 2 parachutes encore déployés au moment de l'impact, mais juste avant de toucher l'eau, j'avais déjà vu un 2e parachute commencer à se détériorer. Donc nous avions encore 2 parachutes au contact avec la mer, mais quelques secondes de plus et nous en aurions perdu un autre. Nous avons plongé assez profondément sous l'eau avant de remonter à la surface. Les parachutes, eux,
ont été perdus. Ils ont coulé. Nous savons ce qui s'est passé. C'était une chose assez simple, à laquelle on n'avait pas vraiment pensé. Ce jour-là, la mer était extrêmement calme. La procédure voulait qu'une fois stabilisé sous parachute et sûr que tout allait bien, on purge les ergols restants du système de contrôle d'attitude du module de commande. C'étaient des ergols hypergoliques qui s'enflamment instantanément au contact l'un de l'autre. L'idée était de libérer la pression dans toutes les conduites avant l'amérissage, car si elles se rompaient à l'impact, le mélange aurait pu provoquer un bel incendie. Le problème, c'est que ces ergols sont extrêmement corrosifs. S'ils entrent en contact avec le nylon d'un parachute, celui-ci est détruit. Ce jour-là, comme il n'y avait aucun vent, le panache de carburant est remonté droit vers un parachute qui s'est dissous. C'était probablement la première fois que ça arrivait dans le programme, car sur toutes les missions précédentes, il y avait toujours eu un peu de vent. Pour nous, en descendant bien verticalement, il est remonté directement dans le parachute. Avec un peu plus de temps, il aurait probablement atteint le second. Je pense qu'Apollo 13 nous avait déjà appris que, même si nous savons beaucoup de choses, nous ne savons pas tout. C'est comme l'éducation. Plus on en apprend, plus on réalise ce qu'on ignore. Les personnes sans instruction pensent souvent tout savoir, mais plus on est instruit, plus on prend conscience de ses propres lacunes. Et c'est pareil dans le spatial. Nous avons atteint un haut degré de sophistication, mais nous découvrons aussi les zones d'ombre, et cet incident avec les parachutes en fut un bon exemple. Après Apollo 15, aucun des 3 hommes ne revolera dans l'espace, à cause, entre autres, d'un scandale entourant la vente illégale de timbres emportés avec eux lors de la mission. Aujourd'hui, seul Dave Scott est toujours en vie. Apollo 15 est un autre grand maillon de la chaîne qui a permis aux missions Apollo d'être de grandes réussites. Là où Apollo 8 a validé l'aller-retour, Apollo 9 les manœuvres du LEM et du module de commande en orbite, Apollo 10 la descente vers la Lune, Apollo 11 l'atterrissage, Apollo 12 le posé de précision et Apollo 14 le travail sur de longues distances, Apollo 15 marque la capacité des astronautes à rester plus longtemps sur la surface lunaire et voyager plus loin grâce au rover. Et les découvertes géologiques, rapportées par Dave Scott et Jim Irwin, sont l'héritage de toute l'histoire spatiale soviétique et américaine qui les a précédés. Quant à Farouk Elbaz, aujourd'hui âgé de 87 ans, il est toujours professeur à l'université de Boston, inspirant de nouvelles générations de scientifiques. Des honneurs lui ont été rendus dans la série De la Terre à la Lune de HBO. Lieutenant-colonel, Monsieur Alfred Worden, Farouk Elbaz, je vous attendais. Vous avez déjà vu l'intérieur d'un cerveau humain? Je vais vous montrer le mien. Venez! Parce qu'au moment où vous entrerez en orbite lunaire, votre cerveau ressemblera à peu près au mien. Voilà! Colonel Worden, voilà ce qu'il y a à l'intérieur de mon cerveau. Mais aussi dans Star Trek The Next Generation, où une navette de l'USS Enterprise porte son nom. No, we learned a lot of science after Apollo 11, absolutely, and we learned, and also from 16, all of them they added a whole bunch of science. Yes, 16 was completely wrong. We thought that the constructs, the very high things, are volcanic constructs, and that's why we selected the site. But it turned out to be ejecta from Imbrium, so it was just an ejecta from other larger impact sites. So it was very similar to 14 or 15, nothing special at all. But 15 and 17 both turned out to be fascinatingly geologically different and fascinating. Both of them were really very good. It was very, very significant for us because we really figured out a lot more about the relationship between the Earth and the Moon in general, and the composition of the material that formed both the Earth and the Moon in the earliest part of the solar system formation. So that was a very important material that we gained from the geological point of view. And we still need science. We need to land on the far side of the Moon to see the difference in the composition between the far side and the near side. So there is plenty still to learn about the Moon. Quand ma carrière commençait à exiger certaines connaissances scientifiques, en particulier en géologie, j'ai été formé par peut-être le meilleur professeur de la planète, le professeur Léon Silver. Je lui serai toujours redevable pour son enthousiasme et son inspiration,
sans parler de ses talents pédagogiques exceptionnels. De lui et de ses collègues, en particulier Gordon Swan, Jim Head, Bill Muehlberger, Farouk Elbaz, Al Mazurski et bien d'autres, j'ai appris à apprécier et à véritablement aimer l'exploration géologique de la Terre et de la Lune. Apollo 15 aurait été fade sans chacun de ses enseignants, qui furent si influents et si patients. Quand on parle d'Apollo, on se demande souvent à quoi ça a servi, si ce n'était avant tout qu'une aventure politique, d'une histoire de soft power, et que la science n'était qu'un prétexte. C'est principalement vrai, mais il faut nuancer ce discours. Dans une époque où tout était à faire en matière de droits sociaux, de géopolitique, la science avait encore une voie pour profiter d'un programme totalement politique et en tirer le meilleur parti en termes de connaissances sur la Lune. Les projets spatiaux, dits de soft power, qui ont pour but de s'imposer en tant que superpuissance dans un domaine ou un autre, ont toujours placé la science et la découverte comme réelle priorité dans leur discours, loin de la réalité, mais pas autant qu'aujourd'hui. La science et la découverte, toujours cette priorité pour la course à la Lune trumpiste ou le fantasme martien des néolibéraux comme Musk, s'accompagne, et on le constate aujourd'hui, d'un définancement quasi total des pans scientifiques du spatial, à commencer par les plus emblématiques, comme le Jet Propulsion Laboratory ou le centre Goddard, deux lieux sans qui la NASA n'aurait jamais pu réussir à atteindre la surface lunaire. Mais voilà, la connaissance n'a pas de valeur politique ou financière, surtout dans le cas de la NASA, agence financée par les contribuables, et dont les brevets et découvertes entrent dans le domaine public en tant que patrimoine de l'humanité. Les milliardaires n'ont rien à en tirer, les politiques n'ont rien à en tirer, contrairement au spectacle, la militarisation ou une économie, fût-elle destructrice, au long terme. Là où l'espace, la surface lunaire, des milieux hostiles mais remplis de mystères, auraient pu devenir un terrain d'expérimentation pour unifier l'humanité, comme l'ont rappelé les premiers mots de Neil Armstrong lorsqu'il arpentait la surface lunaire, nous nous sommes contentés d'exporter la compétition, le profit et la domination des uns sur les autres. Seuls celles et ceux qui ont vécu l'aventure, les scientifiques et astronautes, ont pris conscience de ce potentiel, désormais en passe de disparaître. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne par un don sur Ko-fi ou Patreon. Les liens sont en description. Merci encore à Farouk Elbaz, mais aussi à Novium d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je rappelle que vous avez 20% de réduction sur tout leur overpen sur le lien en description avec le code STARDUST. Et attention, la réduc baisse avec le temps. Alors profitez-en parce que vraiment, très sincèrement, ce sont d'excellents stylos. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!